Donc je m'appelle Léo, je suis membre de la gauche anticapitaliste, c'est moi qui vais animer ce meeting de clôture. Peut-être encore un petit mot pratique. Il va y avoir des interventions qui vont être en anglais. Pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais, qui ont besoin d'une traduction chuchotée, il y en aura une qui sera normalement dans voilà, la main qui est levée là-bas. Rapprochez-vous de cette main, il y a une personne en dessous qui vous chuchotera une traduction. Merci. Je me joins peut-être juste pour introduire rapidement à Mélodie, pour vous remercier tous et toutes pour votre participation à ce week-end. Ça a effectivement été très riche en discussion et extrêmement bien préparé, je dois dire. Je me permets de le dire parce que je ne fais pas partie de l'organisation qui a préparé ça. Donc ouais, un grand bravo aussi à l'organisation, mais merci à vous tous pour vos apports dans toutes ces discussions. Vous l'aurez sans doute compris, globalement, un des gros objectifs de ce week-end, c'était de permettre aussi aux gens de se rencontrer, de discuter, de rencontrer des gens qui sont investis dans différents types de luttes et de créer des liens avec des gens qui sont dans le même pays que vous, mais parfois dans la même ville, dans le même quartier, qui sont investis dans les mêmes luttes ou pas du tout, pour arriver à créer cette confiance collective, cette solidarité collective, bref, d'arriver à se sentir un peu moins seul, ce qui parfois est un besoin qu'on a, je pense, dans cette période. Évidemment, ce besoin d'être moins seul, il ne s'arrête pas ici, il va falloir lutter, la rentrée sociale va avoir des enjeux importants. Je me permets de rappeler, avant de commencer le meeting, du coup, quelques dates qui vont compter. Le 24 septembre, il y a grève et manif contre la politique du gouvernement Azur. Ce sera à Namur, donc on vous invite à vous mettre en grève si vous le pouvez, à venir manifester. Nous, on organise du 3 au 5 octobre, donc nous, les jeunes anticapitalistes, en fait, un week-end de formation jeune. Donc pour toutes les personnes qui ont moins de 30 ans, vous êtes les bienvenus à ce week-end de formation. 3 au 5 octobre, ce sera à l'ULB. Et ça se terminera sur la marche climat, à laquelle on vous invite tous aussi à venir. Donc ça, c'est le 5 octobre. Et puis, 14 octobre, il y aura une grosse journée de grève, de mobilisation, de manifestation contre l'Arizona à nouveau. Et donc, on espère vraiment battre les derniers records pour que ce mouvement reprenne de plus belle avec cette rentrée sociale. Et puis, bien sûr, après, il faudra continuer, s'organiser, lutter ensemble, c'est toute l'année. Et se sentir moins seul, c'est aussi important toute l'année, je pense. Et il y a des caches. Je pense que la gauche anticapitaliste peut être le bon type d'organisation pour se sentir un peu moins seul. Donc, évidemment, si vous êtes d'accord avec ça et si ce week-end vous a donné envie, n'hésitez pas simplement à rejoindre l'organisation. La porte est grande ouverte. Voilà. Mais donc, du coup, se sentir un peu moins seul, je pense que aussi c'est important à l'échelle internationale. Et c'est aussi le but de conclure ce week-end de cette manière-là. Se dire que si on regarde par-delà les frontières, on a de quoi se sentir encore nettement moins seul, finalement, se rendre compte qu'en fait, on n'est pas seul du tout. Partout dans le monde, il y a des gens qui luttent, il y a des gens qui mènent des luttes dont on doit être solidaire, il y a des gens qui sont solidaires de nos luttes aussi, d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est l'esprit de ce meeting, c'est maintenant donner la parole à quelques camarades internationaux pour qui nous parlent un petit peu de leur lutte. Je vais les présenter très rapidement, je les représenterai en détail pour... chacun à leur tour, mais donc du coup on aura Aphrodite de Belgique, mais qui est aussi grec d'origine, Peter Drucker des États-Unis, mais qui maintenant vit aux Pays-Bas. Désolé, les pays sont compliqués dans cette présentation. On aura Denis d'Ukraine. On aura... Et qui vit en France? Oui, non? Oui. Ouais, okay. On aura Bojana de Serbie, qui vit en Belgique. Et on aura Manon de France, et puis qui vit en France. Et puis enfin Salah de Palestine, qui vit en France. Ouais. Admettons. Ok, mais donc du coup, sans plus tarder, je vais laisser la parole pour commencer à Aphrodite. Donc du coup, je te présente plus en détail maintenant. Aphrodite, donc, qui est grec d'origine, mais qui est membre de la gauche anticapitaliste, qui est membre de la direction nationale de la gauche anticapitaliste, qui est par ailleurs délégué syndical, et qui est membre du comité international de l'organisation mondiale dont la gauche anticapitaliste est la section belge, la 4e internationale. Aphrodite, je te laisse la parole pour 10 minutes. Du coup. Bon. 10 minutes, c'est un exercice extrêmement périlleux et je ne le fais pas très bien, alors je m'excuse d'avance pour ce que je vais vous dire.
parce que ce n'est ni complet, hein, ce ne sera pas complet, ça sera pas... Et peut-être que ça sera à côté de la plaque, mais bon, ça, on peut en discuter, évidemment, on est là pour discuter. Alors, pour commencer, j'aimerais en fait faire un aveu. Les 2 dernières années, je n'ai jamais participé à autant de manifestations, de mobilisations pour Gaza, pour la Palestine, depuis l'accord du gouvernement wallon et Arizona de ma vie. Et je fais le plus de jours de grève de ma vie. Alors voilà, ça c'est quelque chose de particulier. Alors, dans ces manifestations, ces réunions, ces assemblées, j'ai vu beaucoup de colère, beaucoup de désespoir, mais aussi beaucoup de compatibilité et beaucoup d'éveil, en fait, de tous mes collègues, mes camarades, dans les rues, etc. Et ce week-end, en même temps, tout au long des ateliers de plénière, nous avons constaté encore et encore que nous sommes sous attaque. Nous sommes en guerre en Palestine, en guerre en Ukraine, en guerre dans nos propres pays, hein, de la Serbie, en Grèce, en Amérique latine, aux États-Unis, en Italie et évidemment en Belgique. Mais est-ce qu'on est étonné d'être en guerre? Je me demande. Est-ce que la lutte de classe a jamais arrêté? Est-ce qu'avant le 7 octobre, Gaza était libre? Est-ce que la Russie n'a pas annexé la Crimée en 2014? Est-ce que nous, en Belgique, on vivait dans un monde plus juste? Est-ce qu'il y avait moins de guerres, moins de catastrophes écologiques? Est-ce qu'il y a 2 ans, en fait, il y a 2 ans que nous avons découvert que le capitalisme pourrit et que nous pourrit la vie? Qu'est-ce que donc a changé en Belgique et au monde depuis ces derniers temps? Sommes-nous justifiés d'être plus alertés, plus conscients, moins tolérants à l'état du monde? Avons-nous rentré dans une nouvelle époque pour la Palestine et le monde, comme Salim a dit avant? Ces dernières années, nous avons traversé plusieurs lignes rouges. Dans le monde, après le Covid, tout semble s'accélérer. Nous avons vécu le plus chaud d'été et les plus grandes inondations jamais enregistrées. Les feux de forêt de l'Ouest canadien sont arrivés jusqu'aux côtes Est et ont traversé l'Atlantique. Nous avons eu des records de chaleur dans plusieurs endroits du monde. Le droit international est discrédité partout. La Convention de Genève a été tellement transgressée comme si la ville n'a jamais existé, en fait. Les droits des réfugiés sont devenus une blague. On les a nommés migrants illégaux et nous payons tous et toutes pour les faire noyer dans la mer Méditerranée et dans la mer du Nord. La répression policière des États policiers a atteint des sommets jamais vus auparavant, en pleine impunité, décomplexée devant les caméras. Quel est le lien, je me demande en fait, avec la répression des Palestiniens en Cisjordanie? Est-ce qu'il y a un lien? Et si tout cela, où on peut encore le mettre sur une sorte de normalité, d'excès, de l'autoritarisme, dû aux crises multiples du capitalisme, encore une crise, notre tour viendra, les démocrates, disent les démocrates aux États-Unis, les social-démocrates partout au monde. Qu'avons-nous à dire sur l'annexation des territoires purs et simples en Ukraine, jamais vu en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale? Et évidemment, que pouvons-nous dire sur la plaie ouverte de Gaza, où on est condamné à assister à un nettoyage ethnique de plus longue durée en fait de l'histoire et les plus terribles génocides qui se déroulent devant nos yeux comme une série Netflix. Si on considère tout cela, en effet, nous vivons des dépassements de toutes les lignes rouges que l'humanité avait posées après la Seconde Guerre mondiale, le siècle dernier. Et encore plus éminent, tout ce qui est décrit précédemment, et plus encore,
arrive tout avec tout un discours qui le justifie, qui veut devenir hégémonique et international, puisque traverse tous nos pays. En Belgique, de la bouche de Jean-Louis Boucher, aux États-Unis, de Trump, en Grèce, de ce gouvernement en fait détestable de Mitsotakis. Makis Voridis, ex-ministre de l'Intérieur, c'est très important, hein, ex-ministre de l'Intérieur, néofasciste, corrompu jusqu'à la moelle de l'os, en fait, disait « On a gagné la guerre économique et politique. C'est le temps de gagner la guerre idéologique et mettre fin à l'hégémonie de la gauche. » Le même discours, on l'attend partout, en fait, dans le monde. Je ne veux pas rester un petit peu ça, parce que je vois que mon temps finit. Alors, dans toutes les crises multiples, quel est notre rôle comme révolutionnaire, comme organisation convaincue que ce n'est pas dans les réformes, mais dans le renversement du capitalisme que la solution va venir? Nous vivons la fin d'une ère. Est-ce que nous vivons la barbarie puisque nous n'avons pas encore réussi à vivre dans le socialisme? Alors, comme Gramsci écrivait dans ses cahiers de prison à une époque aussi sombre que la nôtre, la crise est le moment que l'ancien ordre du monde s'estompe et où le nouveau doit s'imposer en dépit de toutes les résistances et de toutes les contradictions. Cette phase de transition est justement marquée par nombreuses erreurs et nombreux tourments. Ce vieux monde se meurt et le nouveau monde tarde à apparaître et dans les clairs-obscurs surgissent les monstres. Mais les monstres font peur, certes, mais ils ne sont pas invisibles. C'est notre devoir de les démasquer et de les combattre. Et pour le faire, nous avons besoin de toutes les organisations de base, de tous nos syndicats, de tous nos partis, partout au monde. Massifs, solidaires, fiers et forts, comme des millions de personnes qui sont déroulées dans toutes les villes du monde depuis le début, en fait, de cette guerre horrible, en fait, à Gaza. Nous sommes peu, pas assez vite. Gramsci disait: je suis pessimiste par l'intelligence, mais optimiste par la volonté. Je pense à toutes circonstances, à la pire hypothèse, pour mettre en pratique toutes mes réserves de volonté et être capable d'abattre l'obstacle. Je ne me suis jamais fait d'illusions et je n'ai jamais eu de désillusions. En particulier, je me suis toujours armée d'une patience illimitée, non passive, inerte, mais animée de persévérance. Dans le contexte dans lequel nous sommes nés et nous évoluons tout au long de notre vie, nous n'avons plus rien à perdre. Nous avons un monde à gagner. Parce que nous sommes encore, et malgré tout, la jeunesse du monde. Merci. Merci beaucoup, Aphrodite. On va maintenant pouvoir écouter Peter Drucker, qui donc est militant des États-Unis à l'origine, qui est aussi maintenant donc aux Pays-Bas et membre de la section néerlandaise de la 4e internationale, qui par ailleurs est aussi un spécialiste des questions LGBTI en particulier, qui organise des séminaires LGBTI, ce genre de choses de la 4e internationale, et qui est auteur de plusieurs livres, dont le plus connu est Wrapped en anglais. Malheureusement, il n'a pas été traduit en français encore. Mais voilà, bah du coup, on t'écoute. Merci. So, I'm supposed to talk about the United States, and of course, if you talk about the United States, you have to talk about Donald Trump. If you talk about the world, you have to talk about Donald Trump, unfortunately. And if you talk about Donald Trump, we need to characterize Trump and what his government represents today. And you can't avoid using the F word. But I'm a quite traditionalist Marxist myself, so for the word fascism in its short form, without qualifications, I prefer
to refer to what Clara Zetkin referred to what Leon Trotsky referred to, a regime that totally subordinates the world of labor to the ruling party and state, that eliminates legal opposition parties, that eliminates legal opposition media. The far right today in the world, which is spread to many countries, is very rarely fascist in that strict sense. And so we end up using words like post-fascist, neo-fascist. I think the term neo-fascist can be helpfully used in a specific sense. For example, if you look in Europe today, you look at the government of Hungary, I think that's a fairly classic example of a neo-fascist government. That is to say, a government where there are legal opposition parties, multi-party elections, legal opposition media, but in fact, through many legal and semi-legal mechanisms, it's actually impossible to stop any government policy, let alone for the opposition to win power. So if you look at the United States and you look at Trump as president the first time around, and you look at Trump as president today, I would say Trump in his first administration did not succeed in consolidating a neo-fascist government in the United States. What you had, and you have this in many countries today, including in some European countries, was essentially a coalition government between the Trumpite neo-fascist right and the traditional Republican hard right. This year, the situation is different. So something has changed with Trump's return to power. A government that is rapidly consolidating, more rapidly than almost anybody had expected, a neo-fascist regime in the United States. And that's for several reasons. And it's not mainly because of the strength of paramilitary fascist forces, though they exist. It's not mainly because the Trumpite Republican Party controls all the branches of the federal government and many of the state governments. Crucial factor is the Trumpite control today of the Supreme Court, with 6 Republican judges out of 9. 3 of them are clearly far-right judges, and given the others, the other Republican judges, Trump can pretty much always win the 5 votes he needs for a majority on the Supreme Court. One of the Democratic minority judges has said, Ketanji Jackson Brown, has said, there are no rules in Supreme Court decisions today except one, which is Trump wins. And if you look at the consequences of that, the Supreme Court has rapidly undone more than a century of constitutional and legal history in the United States. For example, the law dating back to the 1870s that the Army cannot take over law enforcement in states and localities, the Supreme Court has allowed Trump to violate that. The Supreme Court has allowed Trump to violate the laws saying that certain federal agencies have directors appointed for a fixed term, and the president cannot replace them during their fixed term. That no longer exists. Trump has been purging all these agencies, particularly with racist measures, eliminating black and other racialized directors of federal agencies. There are, of course, many laws passed by Congress mandating certain programs like development cooperation, with specific funds allocated by Congress to be spent. The Supreme Court is allowing Trump not to spend the money that Congress allocated. So development aid programs have virtually been eliminated, with devastating consequences for sick people around the world because that money has disappeared. And the Supreme Court has allowed
Trump to carry out his attacks on immigrants, which is central for the far right in many countries. Today, there are 1.4 million fewer immigrants in the United States than there were a year ago, which is an achievement. And to carry out attacks on LGBTIQ people, specifically trans people, which is also a key agenda point for the far right in many countries. That is, and it's only 2 years ago that the Supreme Court, with slightly different membership, ruled that discrimination against trans people was unconstitutional as a form of sex discrimination. This Supreme Court has reversed that. So the attack, trans people are fleeing from many states because they can't get the treatment they need. So all this is happening in the United States today. This is neo-fascism in construction. And we're seeing resistance, as in Belgium, as in many places. Millions of people on the streets. It's impressive. It's a sign of hope. But the resistance also involves tactical and strategic issues that are important, particularly for the radical left. How can Trump be defeated? And the curious thing is the Democratic Party, and I know because I lived in the United States for many years, every presidential election, the Democrats said, the Republicans represent incipient fascism. This is a choice between fascism and democracy, so you have to vote for the Democrat. Today there is incipient neo-fascism, but they haven't changed their tactics at all. So particularly for the millions of people in the street, they are pretty much in line behind the leadership of the Democratic Party, and the Democratic Party is looking to the congressional elections next year. Traditionally in the United States, an incumbent president loses the congressional elections, the midterm elections. So the Democrats are counting on winning, particularly the House of Representatives, the lower house of Congress. But it's not traditional times. One question is how honest the elections will be. The elections have never been honest in the United States. Millions of people of color have been disenfranchised in elections forever. But more now, with changing of district lines for the congressional elections. So the Democrats only need to win 3 seats to win the House of Representatives, but with the changes that the Republicans have been pushing through, there'll be a net advantage, it's been calculated, of 7 seats for the Republicans. So it's very much a question if the Democrats will win the House, and if they do, so what? It used to be that you needed approval of Congress to push through policies. Today, with the powers the Supreme Court have given to Trump, basically, in order to put a stop to what Trump is doing, Congress would have to pass a law. It would have to be passed by both houses of Congress, and you would have to have a 2/3 majority, because Trump, under the Constitution, can veto any law that Congress passes, and you need a 2/3 majority in both houses of Congress to overturn his veto. That will never happen, because Trump has a solid base of over 40% of the electorate, and with that, you don't win 2/3 of both houses of Congress. So what then? The resistance has to move beyond tactics and strategy that focus on traditional elections. There have to be new ways of combining mass action and electoral action. And Trump and his Republican Party gave a certain example 4 years ago on January 6th, 2020, when Republicans invaded Congress from the outside in an unsuccessful attempt to change an election result. But the resistance needs to think about the options, needs to think about the balance in the repressive forces of the state, where Trump has also rapidly been replacing generals with his own people. In all these ways, the radical left needs to
develop a tactics and a strategy that go beyond the leadership and the limitations of the Democratic Party and look towards a much more radical strategy for resisting neo-fascism. Merci beaucoup, Peter. Je vais maintenant passer la parole à Denis Gorbach, qui est donc militant ukrainien, qui est aussi sociologue, qui a écrit notamment un livre sur la classe ouvrière ukrainienne qui malheureusement n'a pas non plus été traduit en français, mais ça va peut-être venir. Qui a aussi écrit par ailleurs un chapitre dans le livre L'invasion de l'Ukraine, qui pour le coup, lui, est en français et qui est disponible à la librairie, même si je suis pas sûr qu'il y ait encore de Shift librairie, mais à nos prochains événements, vous le trouverez, il est là à chaque fois. Voilà, je vais passer la parole. Okay. Merci. Oui, je suis censé de parler de comment faire avancer la solidarité depuis l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe dans ce pays avec la solidarité internationale. Et je pense que c'est pas original, mais je vais quand même commencer par la remarque traditionnelle que chez les fascistes, la solidarité se noue quand même vachement mieux que chez les internationalistes professionnels comme nous. Parce que oui, on a parlé beaucoup de Trump, Poutine, après, de leur solidarité à eux. Il y a aussi pas mal à dire, si on veut, sur la solidarité des divers fascistes sous l'égide, là encore, plutôt poutinienne, l'international fasciste, quoi. Donc, malgré leur idéologie particulariste, ils s'en sortent mieux que nous qui professons quand même l'internationalisme, mais souvent ça reste des mots plutôt que des actions. Et si on parle spécifiquement de l'Ukraine, et si on en parle dans le contexte francophone, c'était le cas parce que, surtout avant cette guerre qui a commencé en 2022, quand je suis arrivé en France en 2017, j'aime répéter cette expression que pour un francophone lambda, Dresde ou Leipzig, ce sont des villes côtières de l'océan Pacifique, parce que rien ne se passe au-delà d'Allemagne. L'Europe de l'Est n'existe pas du tout. Et c'est un peu toujours le cas, même si c'est moins le cas depuis ces dernières années. Et pareillement pour les pays de l'Europe orientale, oui. En effet, la France se résume à des phrases comme merci, bonjour. La Belgique, ça ne dit rien du tout. Voilà. Donc, vraiment, de quelle solidarité peut-on parler s'il n'y a pas de connaissances empiriques, pas de connaissances pratiques? Et paradoxalement, c'est la guerre qui a un peu fait bouger les choses. Donc, déjà, il y a les millions de réfugiés qui se sont déplacés. 4 millions actuellement vivent dans les divers pays de l'Union européenne. Et ça, j'ai fait des études là-dessus aussi. Et je peux dire que ça cache des choses optimistes, car toutes ces femmes, ce sont surtout des femmes qui viennent avec leurs préjugés typiques. Bon, je ne veux pas dire que tout le monde est méchant en Ukraine, mais quand même, imaginez, mettez-vous à la place d'une femme ukrainienne qui n'a jamais quitté sa ville. Là, elle arrive, disons, à Bruxelles, elle rencontre plein de gens avec des positions, y compris politiques, très différentes des siens, avec
avec des langues, avec la couleur de peau, etc. Donc ça ouvre les perspectives et c'est vachement bien. Donc je connais des histoires qui se passent, des histoires en Belgique par exemple, où la solidarité a été nouée avec des femmes complètement dépolitisées auparavant, et maintenant elles sont pas devenues communistes, mais quand même, voilà, je m'en réjouis. Pareillement, à Paris et à Lyon, voilà, ce sont des histoires vraiment de succès. Deuxièmement, le deuxième volet de progrès dans la solidarité, ce sont toutes les initiatives de soutien venant surtout de la gauche occidentale, donc notamment le réseau européen de solidarité avec l'Ukraine qui s'est formé en 2022, qui réunit de divers mouvements, surtout trotskistes, je dirais, peut-être, et un peu anarchistes, qui comprend aussi un puissant volet syndical, ce qui est important pour moi en tant que chercheur intéressé aux questions de la classe ouvrière. Et il y a aussi le réseau international des luttes et de la solidarité, qui lui aussi qui participe à son titre spécifique. Donc ce qu'ils font spécifiquement, c'est pas que des déclarations de soutien, etc., mais ce sont des convois, par exemple, des convois d'aide. Et c'est même pas l'aide, c'est même pas le matériel qu'ils apportent qui est le plus important dans cette histoire, mais là encore, c'est l'occasion pour les gens qui ne se verraient peut-être jamais sans cette occasion de se connaître, de connaître les positions, là encore, politiques les uns des autres, et de nouer donc la solidarité pratique plutôt que des mots, plutôt que des phrases, oui, nous soutenons X, nous soutenons Y. Donc ça donne quand même des raisons, ça donne le fondement plus sûr pour des partenariats, pour des collaborations dans le futur. Et donc les syndicats ukrainiens, je pense qu'ils vont en sortir renforcés grâce à ces nouvelles connaissances qu'ils ont fait avec des Français, avec des ouvriers français, belges, espagnols, etc. Oui, et en plus, il y a, évidemment, on en a parlé hier, il y a des initiatives venant de la part des Ukrainiens, des militants ukrainiens et ukrainiennes, notamment les collectifs de solidarité. Peut-être qu'il y a, oui, peut-être pas tout le monde ici a vu le film hier, mais je vous invite à le regarder sur ces initiatives, là encore, qui nouent des liens assez précieux dans nos temps sombres. La chose finale venant de l'Ukraine dont je voudrais parler, c'est l'initiative de mon collectif en moi, donc la rédaction du site qui s'appelle Commons, ou Spilne, qui a lancé en 2022 un projet qui s'appelle le dialogue des périphéries. Donc l'idée, c'était d'éliminer, je suis désolé, mais d'éliminer le monde anglo-américain du dialogue, parce que surtout il y a, d'habitude, il nous faut un site comme, je sais pas moi, Jacobin ou autre chose pour apprendre de ce qui se passe en Algérie ou en Palestine ou ailleurs. Et l'idée, c'était de donner des liens directs, de se traduire les uns les autres, de lancer des projets communs entre les pays du tiers-monde, entre les shithole countries, comme Trump nous appelle. Donc, voilà. Ça marche tant bien que mal. Ça marche. Donc, je vous invite à regarder le site commons.com.ua. Il y a pas mal de choses, même en français, mais surtout en anglais.
Voilà, dans le cadre de ce projet, tant qu'on parle de la Palestine, il faut admettre qu'on se fait beaucoup canceller en Ukraine à cause de notre position. Donc c'est pas toujours facile. Mais là encore, on fait des choses pour la cause palestinienne, pas que parce qu'on la soutient de manière abstraite, mais parce qu'on sait par exemple qu'à Gaza, une des minorités ethniques les plus importantes, ce sont des Ukrainiens, surtout des femmes ukrainiennes. Donc voilà, c'est pas abstrait, ça doit être pour moi fondé sur des expériences vécues. Voilà. Donc la conclusion, être moins dans le rituel, moins dans l'immobilisme qui est causé par notre cynisme habituel, parce qu'il faut renforcer son identité de gauchiste. Du coup, ça nous amène trop souvent à la troisième période du commentaire. Donc, vous voyez, ici dans cette salle, je pense que tout le monde comprend la référence. Donc, vaudrait mieux sortir de cet immobilisme et de se rapprocher, de faire de la solidarité pour se rapprocher de ses buts politiques plutôt que pour affirmer son identité. Voilà, merci. Merci beaucoup, Denis. On va enchaîner. Je vais passer la parole à Bojana Cvejić de Serbie, donc, qui est déléguée de la plateforme de gauche Solidarnost, qui s'inscrit donc dans le mouvement qui secoue maintenant la Serbie depuis 10 mois, je crois, Oui. contre le gouvernement en place. Je te passe la parole. Merci. Thank you. Thank you for including me in this panel. I will speak in English. I hope you will be able to follow me. It is quite important to give you an insight into the insurgency in Serbia that's been lasting as part of a struggle that is going on for the last 5 years. It's an accumulation of protests. Now it is a broad-based, growing more popular civic social movement led by students who started it by occupying universities in November past year in protest of the collapse of the roof of a newly renovated train station in Novi Sad, the border city to Hungary, which was a construction project executed by the Chinese firm without the legal expertise from the locals to certify it. This tragedy is just one in many, but it's paradigmatic for the widespread corruption in this administration, and it became the occasion for the largest protest in the country since '96. It's not only by the figures, but we talk about between 300 and 500,000 people that showed up in March, but also by how it has been organized, by its tactics of self-organization, by direct participation, by the flexibility, how it adapts to the growing repression from the government, to the blockades, barricades, so from large rallies to ongoing assemblies, student plenums. So in the first month, this protest started with a list of simple demands for accountability, for demands for the institutions to do their job and tackle systematic corruption. But when it became clear that the government could not meet their demands, or else it would lead to the collapse of the government, then the students, with a large number of citizens across the country, called for snap elections, which are of course unfavorable for the ruling government. The next one is due in 2027. So they effectively transformed the protest into a kind of anti-government social movement. So I want to give you very brief information about what must you know about this regime of Aleksandar Vučić that is not widely written about because it enjoys international support, particularly by EU, but also as an ally of Putin and Trump. It's a very complicated and contradictory political game that he's been playing successfully until now, but perhaps this power is now a bit shaken.
So he's the leader of the Serbian Progressive Party, which revamped itself from a far-right Serbian radical party that has a record of war crimes in the collapse of Yugoslavia. And it has been the main, if not the only, ruling party for 13 years. It controls the media and the public sphere. It's an authoritarian regime that also controls the judiciary, especially as concerns the regime's link with organized crime, and then the economy through a combination of oligopolistic model of business, but also through new neo-colonial projects that have sold the country to foreign big capital. It also controls the electoral process through unfair conditions where the political opposition has never been able to pass the census or go more than 2 to 7%. But this government is corrupt, and this corruption was the first reason for this rallying protest. It's embezzling huge public funds for private gain, and I'm not going to list you all the projects, but what's maybe known in Belgium is the extraction of lithium. It's an example of raw materials with cheap labor and also dirty technologies that would be always unacceptable for Germany, for instance, who is actually pushing for this project. And even in Belgium, we managed to contest it, to protest. Now, it's not only corrupt, there's a criminal structure in this government, and that starts to remind or to look like, to resemble other examples of authoritarian regimes, because on the one hand it disciplines citizens through awarding them by jobs, careers, for loyalty, but any dissent is punished in a mafia-like style, and it has managed to penetrate all levels of the public sector. We speak also all the pores of the society. And it has established a new capitalist elite, which is loyal to the government because it enjoys a privileged access to state contracts and so on. So, as this movement of collective resistance grows, as it contests government more clearly, the repressive measures are becoming more drastic. So people are being sacked, especially public servants. There are arrests, but there's even more police brutality. And in July, we entered another, I would say, cycle of another level of state violence. And since August 13, there's quite a, let's say, pure demonstration of force using murky militias, criminals and hooligans who used to be infiltrated in order to provoke incidents so that the police could beat people, but now it's all in the open. We know them. They are the convicts who have been released from the prisons to be the people and to be the youth, which is... So this is the dark side. I pass to the optimistic side. What must you know? What should you know about the student-led social movement, and how does it not only inspire hope for Serbia, but also could serve as a model of tactical, self-organized, intersectoral action resistance. So it emerged as a surprise, which we didn't expect after 30 years of more or less continuous deterioration of a post-socialist society in transition, and with a kind of wild capitalism. And I think it's looking at Europe, I think it's the social movement that should be taken most seriously. It has also become the strongest political actor. For us, what is novel is its mode of operation. Through direct participation, through the decision-making on plenums. That's how it all started at the universities. Through its anonymity, no political representation. Through citizen assemblies, which are forums where local problems are being discussed and where there's a kind of practice of political participation, by making contact with various social groups across sectors, teachers, farmers, lawyers, cultural workers, artists, being decentralized and distributed. Students, they appeared physically on the political stage in a way that disarmed the whole country through a campaign from walking from villages to cities, even biking to Strasbourg and Brussels.
and linking kind of the remotest corners of the country. To give you an example, you would be standing at a meeting of a new social front, Društveni front, where you could listen to small people, members of the unions that now unionized in a front that's based on social solidarity. At the moment, students are preparing a revolutionary, as they say, political program, which is based peculiarly on the solidarity of competencies rather than on political representation. So it's about a network of working groups that are politically independent people with a clean record of not having been part of the political parties or government, where competent individuals are collaborating with one another on reforms of healthcare, education, labor law, law on strike, which is really important, the minorities' rights, media, judiciary, social benefits, and so on. But this movement is very politically heterogeneous, and it avoids explicit labeling of their political orientation. It has started by emphasizing this legalist base of the rule of law and efforts, knowledge, competencies. And there's a kind of internal pluralism to it, but we can occasionally hear nationalistic, patriotic voices, which are immediately picked up by the Western media. And it's very easy to condemn and obfuscate actually a leftist base of this movement, which proves itself through the actions. But to conclude on a very positive note, I think what has happened is that the students have broke a kind of psychological barrier of fear from repression by contesting the government. If you have one minute? Yes, sorry. Where are we now? So you can say that the political arena in Serbia is that there's the government that is delegitimizing the movement, and it's almost embarrassing that the president is sending readers' letters to The Guardian or other media expressing his adherence to European values, and at the same time he's in China on the summit, also kind of making a threat that he will not be obedient and fulfill the tasks from Europe. And then you have the political parties that don't have an activist base, and then there's the student-led civic movement. And what it seems for us from Solidarnost is that this space is open still. It has to be actively shaped. It is also contested, but if the students get the elections and win, that's an opportunity for social reforms, a more participatory model of self-government based on social justice and even care. That's it. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boyana. J'en profite pour dire qu'il y a quelques mois, il y a des camarades à nous qui ont fait un voyage aussi de solidarité en Serbie pour rencontrer les camarades là-bas, et que je crois qu'un contenu va sortir tôt ou tard là-dessus. Ouais. Donc, suivez tous nos réseaux sociaux et ça finira par venir. Je vais maintenant passer la parole à Manon Botanski, qui est militante et membre de la direction du NPA, l'anticapitaliste en France. On t'écoute pour 10 minutes. Justement, je me demandais comment tu allais me présenter, parce que j'ai pas écrit le livre, moi. Déjà, commencer évidemment par vous remercier pour l'invitation, et en particulier parce que je suis vraiment très heureuse de me retrouver à cette table internationaliste aux côtés de tous ces camarades. Alors 10 minutes, je vais, comme la camarade qui a commencé, 10 minutes c'est court pour vous expliquer tout ce qui se passe, puisque depuis un an maintenant on est dans une situation, et je le dis parce que c'est plus bordélique que ici notamment, donc voilà, c'était notable. Dire ça c'est déjà quelque chose. Du coup je voulais commencer sur quelques éléments de contexte, sur cette séquence qui s'est ouverte en réalité par la dissolution de l'Assemblée en 2024, et depuis cette dissolution, c'est la crise. En un an, deux gouvernements successifs, deux gouvernements se sont succédés sans arriver à faire adopter un budget. Encore une fois, c'est peut-être un lundi normal en Belgique, mais en France, c'était assez inédit. Je suis désolée, c'est ma blague préférée quand je viens ici. Tout ça pour vous dire que cette crise, c'est le signe que Macron en fait paye le prix de sa politique qu'il a menée de manière extrêmement déterminée depuis 2 mandats maintenant contre les travailleurs et les travailleuses. Depuis le début, il a gouverné, et ça a été visible, à coup de 49.3, de matraque, de LBD,
de répression juridique, et ça contre les gilets jaunes, contre les mouvements des retraites, ou évidemment plus récemment avec la solidarité avec la Palestine, contre la solidarité avec la Palestine. Pour les riches, il a usé, et on peut le dire même abusé, de l'ensemble des outils constitutionnels qui étaient offerts par la Ve République, avec des résultats, pour le coup, assez notables. Depuis 2017, les plus riches ont doublé leur patrimoine, alors que pour nous, je vous apprends rien, c'est l'inflation, la baisse des aides sociales, le chômage, et une situation sociale qui s'aggrave évidemment de mois en mois, de semaine en semaine. Et une politique aussi qui a fait plus couvrir la voie à l'extrême droite, c'est-à-dire qui mène et qui a mené une partie même de son agenda raciste, islamophobe, réactionnaire, que ce soit sur les questions d'immigration par exemple, ou sur les questions des droits des personnes trans, et lui chauffe en réalité directement la place pour les prochaines élections. Donc tout ça pour vous dire que ce qui est important de voir, c'est que ce gouvernement, il est complètement illégitime. Il a été complètement délégitimé, et à plein de niveaux. Évidemment, je ne reviens pas sur toute la séquence qu'on a eue après la dissolution de l'Assemblée, où le NFP est arrivé en tête, à la surprise de tout le monde, y compris du gouvernement, qui aurait sans doute préféré que l'extrême droite arrive en tête, en refusant du coup de donner un gouvernement à la majorité qui était sortie, et délégitimer individuellement dans la personne de Bayrou, qui en plus d'être quelqu'un d'assez médiocre et depuis très longtemps dans toutes les tâches qu'il a tenues au gouvernement, s'est lui-même empêtré dans ce qu'on appelle le scandale de Betaram, et qui n'est pas rien, c'est-à-dire avoir caché pendant des dizaines d'années des violences contre les enfants, des violences sexuelles contre les enfants dans une école privée qui s'appelait Betaram. Donc dans ce contexte, Bayrou annonce son budget le 15 juillet. Et son budget, il est très clair, c'est économiser 43 milliards d'euros, évidemment au détriment de la majorité de la population. Je vous donne quelques éléments saillants, voilà. Le premier truc, et en tout cas qui parle le plus aux gens, qui courrouce le plus, c'est la suppression des 2 jours fériés. Alors pour la blague, au début, il parlait même de supprimer le 1er mai. Tranquils. Finalement, il s'est dit, bon, c'est peut-être un peu gros. On va passer sur le 8 mai. Ce qui, soit dit en passant, est intéressant, parce que le 8 mai, c'est quand même date de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on peut s'empêcher de penser que peut-être ça interroge de supprimer ce jour férié. Il y a également la remise en cause de la 5e semaine de congé payée, le doublement des franchises médicales, la suppression de 3000 postes de fonctionnaires, ça veut dire le non-renouvellement d'un tiers des postes de fonctionnaires dans la fonction publique, le nouveau durcissement des conditions pour bénéficier de l'assurance chômage, la part du budget alloué à l'éducation nationale, etc., et j'en passe. Donc dans ce contexte, a commencé à émerger la date du 10 septembre. Et ça, c'est pas rien, parce qu'en fait, c'est une date de mobilisation spontanée, au vrai sens du terme. Elle a d'abord émergé un peu sur le modèle des Gilets jaunes, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, des regroupements de gens, des groupes Telegram, Signal, Bloquons tout, il y a différents, Indignons-nous, il y a différents noms. Mais rapidement, dans le cours de l'été, et encore plus à cette rentrée, ce mouvement il s'est concrétisé dans l'organisation d'assemblées générales, d'abord petites, puis qui grossissent, qui continuent de grossir un peu partout en France. Alors, je passe rapidement là-dessus, mais je le dis avec en tête aussi toutes les difficultés que pose la question d'un mouvement citoyen, qui se revendiquait au début d'ailleurs ni de gauche ni de droite, et notamment la place ou le risque de la place de l'extrême droite à l'intérieur. Mais rapidement, on se rend compte qu'en fait, c'est pas la même chose que les Gilets jaunes, et notamment parce que les organisations de gauche et du mouvement social ont appris des Gilets jaunes, comme quoi des fois on arrive à apprendre, et se sont notamment assez rapidement inscrits dans le mouvement, en virant les fachos, en coupant court à toutes les rhétoriques racistes qui pouvaient parfois émerger sur ces boucles, notamment autour du slogan « C'est Nicolas qui paye ». Et c'est Nicolas qui paye, en fait, c'est un truc pour dire non, mais en fait, c'est toujours les petits blancs avec un travail qui payent pour les immigrés, pour les musulmans, etc., etc. Mais là où c'est comme les Gilets jaunes, il y a des points communs et il y a beaucoup de différences, c'est que c'est le bordel. Voilà. Le 10 septembre, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on sait que ça va être le bordel. Et ça ne doit pas nous arrêter, parce que comme le dit mon camarade Philippe Poutou, nous, le bordel, on est pour. Soyons clairs. Donc rapidement, des militants des organes politiques de gauche, d'extrême gauche s'y sont investis, et parallèlement, les militants syndicaux se sont posé la question de s'y investir, et très vite. Et ça, c'est aussi une situation inédite, avec une partie des syndicats qui appellent au 10, et pas des moindres, la CGT, Solidaire, et des secteurs de syndicats, des fédérations, des syndicats en particulier, comme par exemple la CGT Métallurgie, Chimie, Commerce, Cheminots, l'Intersyndicale Éducation, Sudrail, Sud Industrie, Aérien, Air France et la Culture.
Et une intersyndicale large qui, voyant ça, sous cette pression de la base, se dit qu'en fait, elle n'a pas trop d'autre choix que d'appeler à une mobilisation elle-même. Et cette intersyndicale large, c'est en gros celle des retraites, donc qui va de la CFDT à Solidaire, en passant par tout le monde, vous les mettez dans le sens où vous voulez, appelle à une date le 18 septembre, sous la pression de la base, je le redis. Et donc on est dans cette situation où le vote de confiance du 8 septembre va peut-être faire, sans doute, on espère, probablement, tomber le gouvernement Bayrou. Et d'ailleurs, des rassemblements pour fêter son pot de départ sont déjà appelés devant toutes les mairies de France, si jamais vous voulez passer la frontière et faire un petit pot avec les camarades. Et en parallèle, 2 dates de mobilisation qui émergent, le 10 septembre pour tout bloquer, et le 18 septembre à l'appel de l'intersyndicale. Et l'enjeu pour nous, ça va être comment construire à partir de ça un mouvement durable et offensif. Comment on garde le meilleur de tous les mouvements qui ont eu lieu ces dernières années mais qui n'ont pas réussi à gagner, le meilleur du mouvement des retraites, le meilleur des mouvements des Gilets jaunes. Le fait que Bayrou d'ailleurs appelle à un vote de confiance à l'Assemblée le 8 est quand même extrêmement significatif. C'est-à-dire, il y a un camarade qui me le disait hier, mais je reprends la formule, ce mouvement va peut-être faire tomber le gouvernement avant même d'avoir eu à commencer. Quand même, on apprend, vous voyez. Mais on voit bien que faire partir Bayrou, en fait, ça ne va pas suffire. Et que d'ailleurs, dans la tête de Macron, en fait, le fait de faire ce vote de confiance constitue même probablement une tentative désespérée de continuer à faire passer sa politique avec un autre pantin derrière jusqu'à la fin de son mandat. Et d'ailleurs, le bal des prétendants, des pantins, il a déjà commencé, y compris à gauche. Mais nous, ce qu'on pense et ce qu'on essaye de dire, c'est que l'heure, elle n'est pas à chercher des réponses électoralistes à cette crise. Elle est justement à l'organisation à la base d'un mouvement profond, au développement de la mobilisation. Parce que l'histoire du NFP, c'est quand même ça aussi, c'est que ça a montré à une échelle de masse que gagner les élections, ça ne suffit pas en fait. Dans nos syndicats, dans les quartiers, les lieux d'études, on pousse à s'emparer du 10, du 18 et surtout de construire un mouvement entre les deux. Voilà, de construire la grève, construire des blocages. Et face à une crise politique, nous, ce qu'on veut dire, c'est que le signal doit être donné que ça y est, c'est le moment d'y aller tous ensemble, d'accélérer, construire des cadres d'auto-organisation partout, dans les boîtes, dans les lieux d'études, dans les quartiers, comme c'est déjà en train de se faire. Enfin, et ça c'est important, on doit donner aussi un horizon politique à ce mouvement. Dégager Bayrou ou Macron, en fait, c'est que le début de ce qu'il nous faut. Et ce qu'il nous faut, c'est un mouvement plus profond pour la justice sociale, la répartition des richesses et pour une vraie démocratie. Il faut réussir à faire émerger justement de la mobilisation des revendications qui peuvent porter ça. Et poser la nécessité d'en finir avec la Ve République, son présidentialisme, et notamment d'appeler éventuellement à une assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée démocratiquement élue qui aura le pouvoir de changer toutes les règles. Et c'est pour ça que nous, au NPA, évidemment, on sera de toutes ces luttes du mois de septembre. Enfin, un dernier mot, parce que j'ai la chance justement d'être à cette table avec des camarades de différents pays, pour vous parler d'une mobilisation qui ne s'est jamais arrêtée pour nous et qui ne va pas s'arrêter à la rentrée, qui est la question justement de la solidarité internationaliste. En soutien et en solidarité indéfectible avec la lutte du peuple palestinien contre le génocide en cours, avec la lutte de la résistance ukrainienne auprès de nos camarades, mais aussi évidemment aux côtés de nos camarades kanaks, sahraouis, kurdes et de tous les peuples et les populations qui luttent pour leurs droits et leur existence. Et avec cette boussole, lutter contre tous les impérialismes sans hiérarchiser les peuples qui auraient le droit d'un côté à se défendre et ceux qu'on pourrait silencier. Et je dis ça à la fois pour une partie de la gauche sur la question de l'Ukraine, mais aussi pour une autre partie de la gauche sur la question palestinienne. On ne négociera jamais le droit à se défendre par la lutte armée ou non armée. Voilà. Du coup, un dernier mot pour vous dire que le 8 c'est demain, et pour une fois c'est pas une formule, le 8 c'est vraiment demain. Et on sera évidemment dehors dans la rue, le 10 en grève, et après, il y a urgence partout à reprendre la rue, reprendre nos affaires en main, pour imposer un autre narratif, pour poser la perspective et les bases d'une société plus juste, débarrassée du colonialisme, de l'exploitation, des oppressions. Donc pour reprendre nos affaires en main, reprenons la rue. Le 10, on bloque tout, puis on se regroupe, on s'organise. Le 18, on continue. Et peut-être qu'on se retrouvera tous ensemble. C'est le 24 septembre, c'est ça chez vous? À Namur. Et donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, les camarades. Un grand merci Manon, je crois qu'au nom de la gauche anticapitaliste, je peux vous souhaiter un joyeux bordel mercredi et après. Il y en a pour les Belges à rejoindre l'île.
mercredi soir. Ouais, ok. Il y a un appel pour les Belges à rejoindre Lille mercredi soir. Voilà. Et donc Lille, quoi. Ouais. Bien, pour terminer ce meeting, et puis pour terminer ce week-end finalement, je vais maintenant avoir la fierté de passer le micro à Salah Amouri, qui donc est franco-palestinien, qui a été avocat et défenseur des droits en Palestine, et qui pour ça a été prisonnier politique dans les prisons israéliennes pendant 10 ans. Donc Salah, je te passe la parole. Merci à toutes et à tous. Merci pour l'invitation d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à tous les camarades et les positions qui étaient présentées. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se trouve ici avec un contexte palestinien assez spécial que on l'a pas vécu depuis, comme j'ai dit avant, depuis 1948. Il y avait le danger de l'occupation et de l'expulsion de 1948, mais aujourd'hui, entre 1948 et 2023, le début de ce génocide, c'est vraiment la période peut-être la plus dangereuse dans l'histoire du peuple palestinien. Ce qu'ils n'ont pas pu faire en 1948, ça veut dire les nettoyages ethniques total sionistes en Palestine et expulser la majorité des Palestiniens, c'est là où ils sont en train d'essayer de le faire. Et vraiment, on est devant un danger existentiel pour le peuple palestinien. Peut-être de loin, on ne le voit pas assez, mais quand on va aller plonger dans les détails de ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Cisjordanie, ce qui se passe à Jérusalem, ce qui se passe avec les Palestiniens de 1948, 2 millions entre guillemets qui ont la nationalité israélienne, ce qui se passe dans les camps de réfugiés palestiniens à l'extérieur de la Palestine, ce qui s'est passé en Syrie il y a quelques années. Aujourd'hui, le danger en Liban pour les réfugiés palestiniens, les nouvelles lois qui sont en train de se faire pour les réfugiés partout dans le monde, que ce soit en France ou ailleurs, tout ça aussi met en danger la question du droit du retour du peuple palestinien. Et c'est pas fait par hasard, parce que l'Occident, les forces, le sionisme, avec ses alliés, ils savent que le cœur de cette cause palestinienne aussi, c'est le droit du retour des exilés, le droit du retour des réfugiés palestiniens. Je donne un simple exemple. Par exemple, là on a pu l'arrêter, mais les premières 3-4 vagues des nouveaux arrivés de Gaza en France, les autorités françaises, ils leur ont obligé de signer un papier disant que voilà, on n'a pas le droit de retourner à Gaza une fois que la guerre ou le génocide est terminé. Ça, c'était le cas pour les premières 300-400 arrivés. Bon, après, on a fait un appel administratif, on l'a arrêté. Mais ça, c'est le cas dans plusieurs pays où tout ce qu'ils ont pas pu avoir dans ce génocide en cours directement dans une guerre, ils sont en train de le faire par une politique sur les droits d'immigration. Le sujet est très grand, je sais, mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la question de pourquoi la Palestine aujourd'hui est le centre de toutes les questions internationales. Et la Palestine, c'est une cause internationale. Depuis des années et des années et des années, surtout après les accords d'Oslo, que je dis toujours que c'est une catastrophe que les Palestiniens ont fait par leurs propres mains de signer un accord de paix avec les Israéliens sans rendre aucun droit pour les Palestiniens, mais aucun droit fondamental était rendu aux Palestiniens. Les droits de retour, ni frontières, ni l'eau, ni les prisonniers, toutes les questions clés s'étaient jetées et les Israéliens ont profité pour élargir la colonisation et d'élargir cette colonie qui s'appelle Israël. Aujourd'hui, quand on voit ce génocide en cours, qui est en cours depuis 2 ans, pour l'analyser rapidement, comme je le vois, Israël a été créé comme une base armée avancée pour protéger les intérêts impérialistes et contrôler la région. Ça, c'était le but des forces. C'est pour ça que l'Union soviétique et les États-Unis se sont mis d'accord sur ce projet, à l'époque. Bon, après, il y avait des changements, mais à l'époque, dans les années 40, c'était ça. Aujourd'hui, comment ça s'exprime? Quand on voit le début de ce génocide en cours jusqu'à aujourd'hui, 80% de l'argent de ce génocide en cours, c'est l'Occident et les États-Unis qui ont payé. C'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie, c'est les pays occidentaux, bien sûr, avec des subventions supplémentaires des États-Unis et des pays arabes.
pays arabes réactionnaires. Quand on parle que voilà, Trump, il a fait sa visite en Arabie Saoudite il n'y a pas longtemps, il a pris, je sais pas le chiffre, je ne retiens même pas le chiffre des milliards qu'il a pris. Le lendemain, arrivé aux États-Unis, mais le lendemain, il a versé 12 milliards de dollars dans le budget israélien direct. Ça, sans parler des armes envoyées pendant ce génocide en cours. Le feu vert diplomatique qui est accordé à Israël par l'Union européenne, par la France, par la Grande-Bretagne, par l'Italie, par plein de pays qui ont dit à Netanyahou, vas-y, fais le travail pour qu'on arrive dans 2 ans, 3 ans à reformuler la région de nouveau. Ça s'est exprimé dans les déclarations de Netanyahou il y a 2 jours, il y a 3 jours, sur la Grande Israël. Et silence radio, il n'y a aucun dirigeant du monde occidental qui a dit un mot quand Netanyahou il a parlé de la Grande Israël. Et ça commence à s'appliquer en fait. C'est pas que des mots, ça commence à s'appliquer. La Grande Israël, ça veut dire le moins de Palestiniens dans la carte de la Palestine historique, le moins possible des Palestiniens, et s'il n'y en a pas, tant mieux. Élargir les frontières, et c'est le cas dans l'occupation de la sud de la Syrie, où l'occupation elle a vraiment commencé. Élargissement des frontières vers le Liban, et c'est déjà le cas, il y a 5 à 10 km qui sont déjà occupés. Il y a une menace d'une guerre totale sur le Liban d'ici la fin du mois, si, on doit disons, les armes ne sont pas rendues à l'État libanais. Ça veut dire que soit c'est une guerre civile au Liban, soit les Israéliens, ils ont déclaré il y a 2 jours qu'on ira jusqu'à Beyrouth pour occuper, pour garantir. Et ça sera le cas et après, ça sera le cas parce que pour eux, les stratèges israéliens, ils ont dit la prochaine danger pour nous, c'est l'armée de l'Égypte en fait. C'est l'armée de l'Égypte, c'est voir comment vraiment détruire l'armée égyptienne, et après on est fini plus ou moins avec les dangers stratégiques dans la région. Aujourd'hui, quand les Israéliens ils parlent de la Grande Israël, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire, et l'Occident, il est tout d'accord avec ça. Ça me ramène à l'hypocrisie, on va commencer européenne, sur la question de la reconnaissance de l'État palestinien. Pourquoi je dis hypocrisie? Parce que déjà, les Européens, c'est eux qui ont noyé les Palestiniens dans les accords d'Oslo, et ils sont retirés. C'était eux les garants de le processus de paix, c'était les Européens. Une fois les Israéliens, ils ont tourné le dos, les Européens, ils n'ont même pas rien fait. Aujourd'hui, ils parlent de la reconnaissance de l'État palestinien. Déjà, les 2 États, c'est pas faisable et c'est pas juste. Mais aujourd'hui, je pense que la reconnaissance de l'État palestinien, si elle n'est pas accompagnée par des sanctions, par un embargo militaire, par un embargo économique qui contribue à l'isolation stratégique totale de l'État d'Israël, comme l'Afrique du Sud, ça vaut rien de déclarer un État palestinien dans des conditions où ils disent oui, c'est une déclaration juste pour négocier. Pour finir, parce qu'il me reste 1 minute, sur notre rôle, je pense que notre rôle ici, nous, les peuples, on a un rôle très important à jouer. Et on l'a fait pendant ces 2 mois, 2 ans de génocide en cours. On a pu remettre la cause palestinienne en première priorité politique mondiale. On a pu imposer plein de choses. Et on a eu beaucoup de victoires aussi. Il ne faut pas avoir que des défaites. On a eu beaucoup de victoires. Et ces changements sur le nouvelle européenne, sur les gouvernements accompagnés aussi, ils sont touchés par ce qui se passe dans le Proche-Orient. Moi, je pense qu'il faut garder en tête, nous, on va voir notre rôle vis-à-vis la révolution vers la lutte, vers la résistance palestinienne, on en est où? Dans les années 60, dans les années 70, la gauche, elle n'était pas timide d'aller même participer à la lutte armée du peuple palestinien dans les années 60-70. Peut-être que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il faut voir comment on va contribuer à un changement dans la région et créer un rapport de force qui est en faveur du peuple palestinien. Et je vous remercie.